Brigitte Ecker. Et d'abord, j'ai Agnès aussi, tiens. Je vais appeler Agnès tant qu'à faire aussi, tiens, en direct. Et puis, je vais appeler aussi Olivia Ruffat. T'es pas là, elle n'est pas là, Olivia, je crois. Non, elle n'est pas là. Elle est en ligne, d'après ce que j'ai vu. Latifa. Arnaud Gavilan, t'es là. Viens, Arnaud. Viens, Arnaud, t'es où? Là-bas. Arnaud. Qui est-ce qui fait également partie de Hospi Médiation? Qui est-ce qui intervient aussi dans Hospi Médiation? Non? On n'a pas? J'ai personne d'autre? Comment? Ah, Jésus, t'es où, Jésus? Pardon. J'ai pas mis tous les noms, en fait, des personnes. Merci, Elisabeth. Qui est-ce qui fait encore partie d'Hospi Médiation? Qu'est-ce qui fait encore partie d'Hospi Médiation? Alors, que je vous dise, en fait, j'ai mixé les deux thèmes. C'est il y a deux espoirs. Et vous avez vu, il y a deux espoirs de la médiation qui restent là encore. Et ces deux espoirs, il y en a un qui est pour une des personnes qui est là par rapport à un dispositif qu'elle a mis en place. Et donc, il va être question de ça. Merci. Tiens, je vais donner à Brigitte. Tiens. Je le donne à toi, il faut bien que je le donne à quelqu'un. Ne me regarde pas comme ça. Donc, l'idée d'Hospi Médiation, c'est un club, en fait. C'est un club informel, mais qui a aujourd'hui, qui s'organise, qui anime un certain nombre de projets par rapport à les problématiques de santé, Hospi Médiation. Hein. Donc, c'est suite à une discussion que j'ai eue d'ailleurs avec Brigitte Ecker, qu'on s'est dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de mettre en place un club, de voir comment ça pourrait se passer. Et puis elle a dit, mais moi ça m'intéresse, oui, c'est vrai, que pour propager l'idée de la qualité relationnelle dans les environnements de santé, ça m'intéresse. Et comme il y avait déjà des acteurs dans ce domaine-là, dont Jésus, qui intervient, dans ce domaine-là, comme on a vu ce matin avec, on n'a pu pas faire venir tout le monde avec Jérôme, etc. Par ailleurs, il y a Arnaud. Je vous explique pourquoi Arnaud est là, parce que lui, il est très très branché sur le truc, puisqu'il est au CHU de Nîmes et qu'il est médiateur professionnel. Non, attends. Il est médiateur professionnel et il a le dispositif là-bas. À côté de Latifa, qui elle, travaille avec... non, au CHU de Bordeaux, voilà. Donc il y a deux CHU. Henri qui intervient, vous avez entendu Henri qui est intervenu avec Brigitte Ecker sur une conférence, et donc Jésus. Et je vais laisser la parole maintenant, parce que c'est Agnès qui va interviewer, t'as le micro qui est là, qui va interviewer comme elle le fait par rapport aux espoirs de la médiation, puisque c'est un espoir de la médiation qui va être remis à Brigitte Ecker. Donc pour l'AP-HP, enfin c'est pas Brigitte justement, c'est pour l'AP-HP effectivement. Et donc tu pourrais peut-être, Brigitte, nous expliquer comment t'es venue l'idée d'instaurer au sein de cette énorme structure, on peut le dire comme ça, la qualité relationnelle. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc c'est une idée qui m'est venue lorsque j'étais représentante de l'administration au niveau des conseils de discipline, où il fallait trouver une issue à ce qui était proposé lors de ces conseils de discipline, et j'avais toujours du mal à me positionner sur cette issue. La sanction, en fait. Sur la sanction. Et à chaque fois, je demandais un surseoir à statuer. Ça a duré 8 ans quand même. 8 ans de sursis à statuer? Non, pas à chaque fois, mais bien souvent, parce que nous avions des rapports qui n'étaient pas du tout factuels. Et en fait, ce que je me suis aperçue, c'est qu'au fil des années, on revoyait toujours les mêmes personnes, parce que ils n'avaient pas compris ce qui se passait. Donc, au bout de ces 8 ans, je me suis dit, c'est bon, là, il faut que je trouve quelque chose. Et puis, j'avais une autre activité qui était coordinatrice des risques professionnels dans le département santé et sécurité au travail. Et donc, j'allais régulièrement à Préventica et nous étions partenaires aussi de Préventica.
Et j'ai eu la chance de rencontrer l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, pour lequel je suis venue 4 ans de suite. Lors des conférences, c'est ça, parce que oui, le et PMN, puis c'est des conférences chaque année. Et puis sur le stand. Et sur le stand, voilà, physiquement. Donc, voilà, tu t'es je suis déplacée. venue 4 ans de suite, et à chaque fois je me disais non, ça va pas, ça rentre pas dans ma manière de penser. Alors, tu étais quand même un peu bousculée, ça rentrait pas dans ta manière Oui. de penser, mais 4 ans de suite quand même, Je revenais à la charge. pour vérifier si ta Voilà. manière de penser pouvait pas être un peu plus Et au bousculée. bout de la 4e année, je me suis dit allez, c'est bon. Donc j'ai réfléchi à ce projet. J'ai rencontré donc le directeur des ressources humaines. Il m'a dit tu m'écris le projet et on voit ensuite. Je lui ai dit non, j'ai l'autorisation d'aller me former à la médiation et au cours de cette formation, j'écris le projet. Il me dit non, je veux le projet dans les 3 semaines. Voilà, donc ça, vous preniez pas dans le même sens la chronologie. Donc faire un- j'ai imaginé un projet en bouquinant, notamment sur la médiation professionnelle, et j'ai proposé ce projet qui a été accepté, qui a été présenté en CHSCT central. Alors, quand tu dis ce projet, tu pourrais peut-être nous détailler ce projet tel que tu l'as Alors ce présenté. projet, c'était d'ouvrir la médiation à tout professionnel de l'assistance publique hôpitaux de Paris, qu'ils soient personnels médicaux comme non médicaux. C'était de mettre en place donc cette manière de communiquer autrement et de trouver des issues aux différents et à l'omerta qu'on retrouvait systématiquement vis-à-vis des établissements et vis-à-vis du siège de l'AP-HP. En fait, ils avaient le sentiment qu'on était en intrusion lorsque on intervenait dans différents domaines. Moi, j'étais dans les risques professionnels. Et c'était toujours une intrusion. Donc, voilà, ça a été la première étape de pouvoir communiquer sur ce dispositif. Donc, il y a eu... j'ai reçu la lettre de mission du directeur général qui m'a missionné sur un certain point, dont une veille. Suite à ta présentation, Voilà. tu as emporté la conviction de ton Oui. public, tu as obtenu cette lettre de mission pour pouvoir déclencher le projet et donc venir te former pour Oui. devenir toi-même médiateur. Venir me former, devenir médiateur et de construire un service interne. Un service de médiation. Voilà. Donc j'ai fait une cartographie des gens qui étaient déjà formés à la médiation. C'est peut-être une erreur que j'ai faite maintenant avec Mais du pas recul. forcément formé à l'EPMN. Et non. Tout horizon confondu. Ouais. Pendant 3 ans, ça a été très compliqué, mais ça a été aussi formateur puisqu'il fallait composer avec l'ensemble des médiateurs formés à d'autres courants de pensée. Et donc, tu as pu identifier, quand tu dis ça a été compliqué pendant 3 ans, formateur, mais compliqué, tu pourrais donner un exemple de ce qui est en fait, il a fallu aménager le processus pour qu'on puisse effectivement entrer en médiation et apporter pas un résultat, mais que les professionnels puissent retrouver cette entente sociale. Et donc, aménager le processus, c'est-à-dire que toi, tu avais appris le processus avec l'entretien individuel et réunion. Les autres médiateurs que tu avais pu identifier... C'était des entretiens aussi et des réunions de médiation, mais avec, au moment de l'entretien, que des questionnements. Donc, au fil des mois, au fil des années, il y avait une démarche qui se mettait en place quand même. On posait de moins en moins de questions. Tu as réussi à insuffler tes techniques de médiateur professionnel aux autres médiateurs. Oui. Et puis, il y a eu, en début d'année, de cette année, 2 personnes qui m'ont dit, écoute, on n'est plus du tout en accord avec toi. Je lui ai dit, ça tombe très bien. Parce que vous avez peut-être d'autres projets. Je vous remercie de votre implication pendant ces années-là. Et puis, bonne continuation. Donc, ces personnes ont quitté le service de médiation, faute de se retrouver dans l'approche. Voilà. Et donc 2 personnes en moins. Oui. Il faut peut-être. Alors j'ai eu à prendre beaucoup de médiation en charge
Et puis, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à recruter. Donc, comme je n'ai pas eu la possibilité d'avoir beaucoup de communication institutionnelle, il y a 2 ans, je me suis inscrite sur LinkedIn. Et j'ai fait le buzz. J'ai essayé de récupérer le maximum de managers, de chefs de service. Et actuellement, j'en ai 2500. C'est peu sur 100 000 agents, mais c'est déjà pas mal. Alors quand tu dis les récupérer, c'est-à-dire qu'ils se sont inscrits dans ta démarche, dans ma démarche, et ils ont pu apprendre qu'il existait un service de médiation qui avait été quand même mis en place en mai 2019. Donc ils ont appris ça via les communications que tu pouvais faire sur LinkedIn. Voilà. Et tu as peut-être fait des présentations. Oui. Des Alors, conférences. J'en fais toujours. Et je me suis aperçue que tant que je n'ai pas été dans l'établissement, il faut savoir qu'à la PHP, il y a 44 établissements et que ça fait quand même beaucoup de démarches. Beaucoup de présentations. Voilà. Donc, à partir du moment où il y a eu la présentation dans l'établissement, j'étais sollicitée. Donc, on avance tout doucement. Alors, tu dis on, tu n'es pas toute seule dans cette aventure, tu es accompagnée. Voilà, complètement. Et j'ai eu la chance cette année de pouvoir recruter aussi via LinkedIn des futurs médiateurs et qui, au moment de l'entretien que j'ai avec eux, je leur ai proposé l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, en leur parlant aussi d'autres écoles et qu'ils fassent le choix. Et j'ai la chance d'avoir aujourd'hui 3 nouveaux médiateurs qui sont en cours de formation. Il y a Fela qui est là aujourd'hui, il y a Philippe et il y a Nadine qui est peut-être en visio. Et qui vont nous rejoindre en mi-année 2024, mais on va les intégrer début. Ils vont pouvoir déjà commencer. Ça tombe bien, ils ont des expériences de médiation à faire pour le mémoire. Oui. Et ça fera, en intégrant donc ces 3 futurs médiateurs professionnels, ça fera combien de médiateurs au sein de cette structure ? Il y a Françoise qui est là aussi aujourd'hui. Qui nous a rejoint cette année et qui a été aussi formée à la médiation professionnelle. Et j'ai un médecin qui s'est formé à l'IFOMEN, mais qui, puisque nous travaillons en comédiation, j'ai toujours continué à travailler comme ça parce que le fait d'avoir ces différents courants, il fallait s'adapter. Dernièrement, il m'a dit, mais j'ai l'impression que je parle comme toi. Je me suis dit, ouais. Il a appris lors des comédiations, en observant peut-être. Voilà. Et donc, ça fait 6 médiateurs. Ça fera 6 médiateurs au total dans l'équipe. Alors, dans le projet, j'en avais compté 9. Donc il en reste 3 à recruter. Donc, je vais refaire une relance pour 2024 pour pouvoir avoir encore 3 médiateurs, pour développer aussi l'ingénierie relationnelle, la qualité relationnelle, qui fait partie de nos projets qu'on va démarrer avec Henri. Avec Henri, voilà, j'allais dire, tu es accompagné aussi par Henri. C'est toi, Henri, qui a soutenu ce projet et pu accompagner Brigitte dans sa réalisation. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est ce que disait Brigitte, il y a différents courants qui approchent les organisations ou vers lesquels les organisations se tournent pour mettre en place des dispositifs de médiation, parce qu'en fait, évidemment, on n'est pas les seuls à promouvoir cette idée. Et quand il y a comme ça des concurrences en fait, d'approche, il s'agit de pouvoir intervenir pour au minimum articuler les choses, voire faire progresser la vision de la médiation professionnelle. Et là, c'est un des enjeux qu'on a poursuivi ensemble, un des objectifs, c'est-à-dire de faire la démonstration. C'est pas un travail simplement de conviction au sens où on va argumenter. C'est pas un travail d'argumentation. C'est plutôt un travail de démonstration. On est toujours dans une approche rationnelle et à caractère, je dirais, scientifique. Et là, ça a pris la forme. Je ne sais pas si je peux rentrer dans ce détail, mais d'une conférence qui visait à pouvoir embarqué sur un certain nombre de concepts un peu centraux de la médiation professionnelle, de l'ingénierie relationnelle. Une conférence qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, là. Tout à fait. C'est celle-là dont tu fais référence.
Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand la démonstration est faite, eh bien, la réflexion est enclenchée chez les décideurs et ça les amène à véritablement revoir, en fait, y compris en étant déjà formés, mais ce qui n'est pas une surprise à l'EPMN, parce qu'on a déjà des gens qui viennent à l'EPMN et qui sont formés ailleurs parfois, qui ont déjà eu un parcours en formation à la médiation et qui découvrent vraiment tout autre chose quand ils viennent à l'EPMN. Et là, c'est un peu ce qui se passe aussi, en fait. Voilà, donc il y a un vrai travail de fond à faire. Et si je passe ce message, c'est que ça fait partie des choses qui peuvent se passer, je pourrais appeler ça des obstacles, qui existent dans les organisations, avec d'autres approches de la médiation. C'est très très loin d'être insurmontable. C'est des choses qui peuvent tout à fait évoluer. Voilà, il faut faire un travail pédagogique pour que ça puisse se passer. Non, Ça a été quand même compliqué pour que le PNM puisse intervenir. On m'a demandé effectivement si l'intervenant connaissait bien le monde hospitalier. Il a fallu se justifier. Et en fait, tu les as séduits. Et à la fin de la conférence, on m'a dit c'est bon, on leur fait confiance. Voilà, ils ont été embarqués. Oui. Alors, je voulais aussi rajouter que dans la fonction publique hospitalière, on a un décret qui a institué donc un médiateur national et des médiateurs régionaux et qui a permis d'instaurer aussi la médiation en local, puisque pour solliciter le médiateur régional, il est nécessaire d'avoir eu un dispositif, a fait appel à un dispositif local de médiation ou de conciliation, ce qu'on a à l'assistance publique hôpitaux de Paris. On a donc ce service de médiation interne et on a un conciliateur médical. Et on a une cellule violence au travail qui a été mise en place suite au décret nous imposant aussi d'avoir une cellule de signalement et pour lequel j'étais à l'initiative de cette cellule, puis j'ai changé de direction, puis je suis revenue dans cette direction et on m'a demandé d'intégrer cette cellule. Et dans cette cellule, ce qui a pu être mis en place sous l'impulsion du médiateur, c'est qu'avant de mettre en place une enquête, la médiation était importante d'être proposée. Et donc la médiation et pas la conciliation, parce qu'en fait, se côtoient ces deux approches. Alors, il y a aussi le conciliateur médical, mais pour lequel cette personne a été aussi formée à la médiation et qui devait intégrer notre service et qui a fait le choix d'être conciliateur médical. Mais bon, on a un travail de collaboration qui est on a bien défini. C'est plus un partenariat qu'une concurrence. Complètement. C'est très clair entre nous. On a défini qui fait quoi à quel moment. Et ça fonctionne très bien. Mais ça donne aussi l'occasion d'insister sur le fait que l'enquête, elle peut être nécessaire, mais de laisser la place à la médiation en premier, comme ce qui a été mis en place aussi. 2023 est une année assez riche, puisqu'il y a une note aussi qui a été, que j'ai rédigée à l'intention des directeurs des ressources humaines pour mettre en place la médiation, la proposer, tout du moins, lorsqu'il y a des conseils de discipline, en amont de ces conseils de discipline, au moment des entretiens prédisciplinaires, quand on est en situation, bien sûr, conflictuelle. Voilà. Donc merci ça, c'est... Pour ces précisions, tu voulais oui, ajouter quelque juste chose. En fait, ça m'amène cette idée de faire un parallèle avec ce qu'exposait tout à l'heure Joël Thérin, et sur le fait qu'aujourd'hui, dans les organisations, il y a parfois un peu un millefeuille de dispositifs qui sont censés répondre à des problématiques que par ailleurs, nous, on sait, en tant que médiateurs professionnels, pouvoir être traitées toutes par la médiation professionnelle. Des choses qui sont... Alors là, tu évoques le conciliateur médical, mais ça peut être aussi, dans le cadre de la structure qui a été évoquée tout à l'heure, des médecins du travail qui prescrivent les médiations, parce que c'est d'un point de vue réglementaire la façon dont fonctionnent ces organisations. Dans toutes les entreprises, aujourd'hui, il y a des référents harcèlement. En fait, les dispositifs, ils sont comme ça complexes. Je crois que c'est important que les médiateurs qui se lancent dans l'action soient avertis et connaissent, parce qu'en fait, tout l'enjeu, c'est de trouver les bonnes articulations
avec des dispositifs qui existent. Et comme ça, à titre d'anecdote, je raconterai juste que la conférence dont on parle là, en fait, elle a pris place dans une semaine QVCT. Donc en fait, ce qui n'est pas évidemment a priori l'approche que nous développons dans le cadre de la médiation professionnelle. Qu'à cela ne tienne, hein, si on arrive à trouver sa place, et quand je dis trouver sa place, c'est vrai qu'il a fallu aussi faire en sorte que le discours ne soit pas dénaturé dans la présentation en amont de la tenue de l'événement. Donc ça, je crois que c'est important. Il faut pouvoir tenir et faire en sorte que nos interlocuteurs perçoivent que c'est des choses qui peuvent s'articuler. Vraiment. Alors ça ne veut pas dire que c'est nécessaire. Moi, il y a des dispositifs dont je pourrais dire qu'ils sont parfaitement inutiles. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont là. Hein, et avant que la cohérence advienne, il faut faire avec. Et donc s'articuler, c'est possible. Donc c'est ne pas attendre qu'on nous fasse une place, hein, on ne la fera pas, compte tenu de tout ce qui existe, mais ne pas hésiter à prendre notre place et en gardant notre identité et en montrant le lien qu'il peut y avoir entre ce que l'on propose et les besoins des personnes, montrer la cohérence. Tout à fait ça. Merci. Là, tu disais que est venu le temps de la remise du trophée. Je mute ou je permute. Voilà. Ah, ça y est, tu vois. Merci. Donc le temps est arrivé de la remise du trophée parce qu'il y a deux choses. Henri. C'est la première chose. Oui. Que tu peux pour l'assistance publique, en fait, au nom des espoirs de la médiation, pour l'assistance publique, il y a cet espoir de médiation qui n'est pas tout à fait destiné aux médiateurs professionnels, mais au dispositif, au service que représente, qu'elle a mis en place en même temps, mais n'empêche que c'est le service. Tu peux donc voilà, j'ai le plaisir, Brigitte, je t'invite à te lever, comme ça qu'on tout voit bien, qu'on puisse t'applaudir aussi. Voilà, je te remets cet espoir de la médiation professionnelle. C'est bien sûr destiné à la PHP, mais tu es la porteuse du projet, tu es une de ses initiatrices et organisatrices, et vous êtes plusieurs. On est plusieurs, et merci à la future équipe et à l'équipe qui est présente, puisque pour que ça progresse, il faut qu'on soit plusieurs. Et merci à vous. Merci Brigitte. Alors, l'an dernier, lorsqu'il y a eu un événement à peu près similaire, on va y revenir parce que tout à l'heure, il va y avoir un autre espoir de la médiation qui va être remis à une équipe aussi, qui a été initiée par un médiateur professionnel, Jacques Zouzou en l'occurrence, qui n'a pas pu nous rejoindre. L'an dernier, je lui avais remis un prix de l'innovation en management et en ingénierie relationnelle, parce que c'était pour dire, mais déjà avant d'envisager de remettre en espoir de la médiation, mais peut-être qu'aux médiateurs professionnels qui initient ce genre de choses en interne dans les entreprises, il y a une distinction à avoir. Alors j'ai le plaisir de te remettre, Brigitte, le prix de l'innovation en management, que tu vas pouvoir bien évidemment afficher, parce que ça, c'est pour toi. C'est pour toi et on te remercie beaucoup. Merci de votre confiance et j'espère que ça va se poursuivre avec le Club Hospi Médiation et puis peut-être avec ce que je vais pouvoir essaimer puisque j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai été nommée dans le vivier national auprès de la médiateure nationale, Madame Toupillier. Donc je vais pouvoir essaimer la médiation professionnelle lors de nos interventions qui seront aussi en comédiation dans l'ensemble des établissements de France. Merci beaucoup Brigitte, ne partez pas. Alors je vois que Agnès a déjà lâché l'animation. Merci Agnès de ton intervention. Et donc là maintenant c'est la parole à Hospi Médiation en fait. Parce que je vous invite vraiment à courir après le temps. Néanmoins c'est vrai que ce travail qui a été réalisé, de se dire mais on met en place un dispositif à la PHP, c'était déjà incroyable parce que quand elle a commencé, Brigitte, elle n'y croyait pas beaucoup. Hein. Enfin, je me souviens, tu n'y croyais pas, mais tu étais accroché, mais tu n'y croyais pas beaucoup. Tu te disais, mais c'est pas possible, quoi. Personne n'est d'accord avec moi. J'ai en face de moi, et c'est ce qui a été exprimé, j'ai en face de moi des gens qui sont dans un rapport, sans dire qu'ils sont en compétition, mais qui sont dans une relation de rapport de force. C'est-à-dire, on veut imposer notre système.
Et donc, alors que c'est assez étonnant, parce que nous, on n'est pas dans l'idée d'imposer un système. D'une part, parce qu'on n'a pas les moyens de l'imposer, hein, soyons objectifs, mais ce n'est pas tellement ça. C'est parce qu'un système imposé, un système, je parle, imposé comme ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait une adhésion, quand même, aussi, de différents acteurs. Donc il faut qu'il y ait une compréhension de ce à quoi ça sert de développer la liberté de décision, l'implication volontaire, d'inciter à la médiation obligatoire. Alors ça peut paraître paradoxal, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Henri, mais en fait, d'inciter au droit à la médiation. C'est pas facile. Il y a des gens qui ne comprennent pas, parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment à l'usage et à l'usure, parce qu'ils ne passent pas un moment de réflexion intense. Ils pensent vraiment qu'il y a des gens qui sont fondamentalement mauvais dans la vie, qu'il y a des humains qui sont mauvais et qui sont viscéralement mauvais, comme sous l'emprise, comme on le disait à l'époque de l'Inquisition, sous l'emprise du diable, quoi. Hein? Et donc, c'est quand même assez étonnant de se dire ça, qu'aujourd'hui, il y a encore ça. Mais regardez que sur la planète, il y a des pays qui fonctionnent aussi, des États qui fonctionnent sur cette représentation-là. Et ça peut nous inquiéter, parce que vous voyez bien qu'ils bousculent même des civilisations où on est en train de rechercher d'autres modèles de pensée. Donc quand on parle de courant de pensée, moi c'est vrai que quand j'écoute, alors que je suis l'un des initiateurs de cette idée des courants de pensée, quand j'écoute, je me dis peut-être que pour les autres c'est difficile à entendre. Parce que quand on parle de courant de pensée, c'est vrai, tout de suite, que vous avez peut-être vécu dans les formations, on dit, mais attends, mince, je suis dans un courant de pensée. Alors il y a des gens qui se disent, ah mince, la psycho, c'est un courant de pensée. Ben oui, c'est une manière de penser. De penser qu'il y a des gens malades psychologiquement, on l'a vu tout à l'heure avec justement ce qui était évoqué avec Joël Thérin tout à l'heure, c'était avec le GMSI, c'est le côté de dire mais il y a des gens qui sont malades psychologiquement. Et puis après, en fait, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Ils ne sont pas malades psychologiquement, ils sont tout simplement maladroits et centrés sur eux. Bon, est-ce que c'est être malade et entêté? Alors, être entêté, est-ce que c'est être malade? Voilà, c'est quand même d'autres manières de penser. Donc, c'est pas facile de sortir de ça. Et c'est pas facile d'aller chahuter ces représentations-là. Donc Brigitte, elle a fait ce travail, elle a tenu le choc, ça n'a pas été simple. C'est toujours pas simple. C'est toujours pas simple. Non, je dis, ça n'a pas été simple comme si c'était déjà passé. Mais non, c'est toujours pas simple. Mais en tout cas, vraiment, c'est super que tu aies réussi à développer ça, à développer déjà ce dispositif dans cette institution, qui est une vieille institution, mais que tu dérouilles un peu. Hein, elle a pris une dérouillée. Hein. On va essayer. Comme quoi, il y a des dérouillés qui sont positifs. Oui, hein. oui, parce que ça ne va pas s'arrêter au projet de la sensibilisation des cadres de nuit qui fait partie d'un plan cadre institué par le nouveau directeur général, mais de former le directoire, les CODIR, les managers à l'ingénierie relationnelle. Et il y a du travail. Et peut-être qu'on parlera aussi du label Entente, Hospitro. Alors, ça va être Confiance. ça. Je voudrais seulement rappeler que l'AP-HP, c'est quand même 100 000 professionnels au service des patients. Je vous le dis comme ça, quand même 100 000 professionnels. Donc c'est vrai que des dispositifs de médiation, c'est pas inutile. Et quand on parle de dispositifs de médiation, c'était dédié initialement aux médecins. Mais en fait, ça a évolué parce qu'il y a des services de qualité relationnelle avec les usagers, avec les patients. Donc, c'est près de 4 000 internes, hein, près de 55 000 personnels soignants, des paramédicaux et socio-éducatifs, près de 2 000 bénévoles, hein, parce qu'auprès des patients qui viennent et des familles, hein, et plus de 1 400 volontaires au service civique. Donc, c'est une entreprise.
une organisation, un service public qu'il ne faudrait pas privatiser, quoi qu'il y a des tendances à vouloir tout privatiser, hein, c'est toujours le problème, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, du non, t'inquiète pas, on pensait la même chose avec l'eau, l'électricité, le gaz, etc. On a pensé la même chose, et avec la SNCF, etc. Mais on a vu que quand même il y a la privatisation, elle est très souvent en marche, et c'est vrai que ça reste un service public, et il faut que ça reste des services publics, parce que la santé c'est quelque chose de public, et c'est un bien commun, et donc merci de ce travail. Je voudrais maintenant vous donner la parole à tous ceux qui participent à Hospi Médiation. Alors, Jésus, je ne vais pas commencer par toi, je vais commencer par Arnaud. Arnaud qui anime aussi Hospi Médiation, parce que tu en as pris très souvent le secrétariat. C'est toi qui fais le compte-rendu des réunions, hein, très souvent. Je sais pas si c'est toujours... Tu m'y as nommé judicieusement scribe de Hospi Médiation. Oui, c'est vrai que j'ai peut-être impulsé. Mais oui, c'est avec un grand plaisir que je joue ce rôle d'Hospi Médiation. Je suis agent hospitalier depuis 2003. Quand tu dis que tu es agent hospitalier, tu peux préciser parce que comment tu es arrivé à la médiation professionnelle? Sur mon parcours professionnel assez atypique, j'étais à la sécurité des biens et des personnes, vigile, à l'hôpital. En 2003, j'ai eu des relations assez dégradées, parfois, avec mes supérieurs hiérarchiques, qui m'ont amené par la suite à être délégué syndical à temps partiel et temps plein. Et puis ça m'a permis d'intégrer des groupes et d'avoir une vue un petit peu, un pas de côté, comme on aime bien le dire entre médiateurs, faire le pas de côté et d'avoir une vision un petit peu, une nouvelle vision des relations entre les professionnels, de la dégradation des relations et comment fonctionnent les relations. De là est né les comités d'analyse et de régulation des conflits interprofessionnels en lien avec l'Observatoire de la violence au niveau national. Et puis on s'est formé à la qualité relationnelle au travail. Et le CHU a défini qu'il fallait former des médiateurs. Quand tu dis on s'est formé, c'est l'ensemble du comité d'analyse et de régulation. Donc c'est assez, c'est pas paritaire, mais un représentant des personnels, médecin du travail, un représentant de la direction des ressources humaines, de la direction des affaires médicales. Donc c'était une formation interne? Alors ça a été fait par des médiateurs professionnels qui sont venus former à la qualité relationnelle au travail. C'est le groupe OBCD. À l'époque, c'était en 2018 ou 2019. Et puis par la suite, concours a été ouvert aux volontaires pour se former en tant que médiateur interne. J'ai concouru et j'ai été retenu parce que j'arrivais avec un vrai parcours professionnel, un vrai projet professionnel autour de la médiation, de l'étendre au GHT, de sensibiliser les équipes et la mise en place d'un dispositif de médiation professionnelle internalisé au CHU. Et ce qui a attiré l'attention, et je me suis formé en 2019 et reçu mon titre de médiateur professionnel en 2020. Et puis après, qualité relationnelle au travail et DMPI. Merci. Donc, et maintenant, tu impulses à Nîmes, au CHU de Nîmes, le développement à la fois de la médiation professionnelle et de la qualité relationnelle. Exactement. Donc c'est l'accompagnement, c'est un mix des deux. Alors, on s'adapte, on sait s'adapter quand on utilise les outils de l'ingénierie relationnelle. Première année, j'ai fait 3 médiations, qui ont tout abouti sur un projet relationnel dans l'altérité. J'ai accompagné la première année, donc la mise en place à 109 professionnels. Deuxième année, je suis monté à 310 professionnels, 8 médiations, dont une qui n'a pas pu aboutir à un projet relationnel pour une seule et bonne raison qui a été clairement identifiée. C'est que ça n'a pas mis en pause ce qui était ce qu'avait dit Brigitte, le conseil de discipline. Donc il y avait une sanction qui est tombée entre les deux, entre les entretiens individuels et la réunion, et du coup qui a dégradé d'autant plus la relation qui était déjà dégradée, mais ils étaient au départ dans une démarche de résolution de leur conflit, de vraiment retrouver l'entente, et ça a mis un petit peu à défaut. Donc ce qui met en évidence que le médiateur professionnel, peut-être qu'il avait peut-être pas tort de mettre en pause un peu tout ce qui est disciplinaire, de s'occuper de la relation, de remettre un petit peu d'entente entre les personnes avant de... Et puis la sanction est probablement, si elle arrive, un peu mieux perçue et comprise. Oui, c'est ça, c'est que si, parfois
l'institution légalement est amenée à mettre en place un conseil de discipline et d'envisager une sanction. Et les personnes qui sont dans ce conseil de discipline se sont obligées de sanctionner un comportement qui était inacceptable en tant qu'il était dénoncé, mais ensuite, lorsqu'il fait l'objet d'une médiation, eh bien, c'est plus le même sujet qui est abordé. Et c'est peut-être même pas le sujet, et c'est peut-être pas les mêmes niveaux de sanctions, parce que, in fine, on va s'attacher plus au factuel plutôt qu'à l'émotionnel quand on arrive dans ces commissions-là. Donc ça a une autre portée. Oui, c'est pas la même représentation, c'est pas la même idée, et c'est là où il y a des polémiques avec les courants de pensée. Il y a des personnes qui se disent on doit sanctionner. Et il y a nous qui disons mais si tu sanctionnes, c'est parce que c'est au nom de la morale que tu sanctionnes. Alors non, c'est au nom du droit. Alors oui, c'est là où il y a en fait le chemin entre la morale et le droit, et c'est bien de l'idéologie, parce que le droit reste quand même une affaire idéologique. Merci. Henri, tu veux... Oui, je voulais juste dire que, et ça illustre bien cette idée que quand une médiation est en œuvre, ça suspend le règlement intérieur et le lien hiérarchique. Et ça, c'est très concret, hein, dans le cas de la coexistence en même temps de deux démarches, qui est là d'un côté une démarche disciplinaire et de l'autre côté une démarche de médiation. Donc là, il y a un travail quand même à faire dans la mise en place des dispositifs auprès des décideurs, en fait, pour qu'ils puissent articuler, parce que les démarches disciplinaires ne vont pas disparaître. Alors voilà un cheminement qui est particulier, qui est une manière d'accéder, c'est-à-dire que la médiation, en fait, elle est accessible aussi c'est un état d'esprit, une appropriation. Donc merci de ton témoignage. Latifa, tu es à Bordeaux. Merci. Donc je poursuis. Merci. Latifa. Oui, merci Jean-Louis. Bonjour à tous. Alors moi je suis directrice des soins sur le CHU de Bordeaux. Comme Arnaud, j'ai la chance de bien connaître l'hôpital puisque j'ai commencé en tant qu'infirmière et que dans mon parcours, j'ai connu les relations au sein d'une équipe de soins dans les services de soins, puis ensuite en tant que cadre, en tant que manager, puis de cadre supérieur et aujourd'hui en tant que directeur des soins. J'étais au fond d'une grotte dans laquelle j'ai cherché en tant que cadre et puis ensuite en tant que cadre sup comment accompagner les équipes soignantes dans un microcosme avec des équipes pluriprofessionnelles. Un contexte particulier de prise en charge de la maladie, de la technicité. Et donc, je suis sur la recherche de comment je peux accompagner autrement, dans le cadre du projet managérial, les managers soignants, qui sont de ce qui relève de ma responsabilité. C'est ce qui m'a amené à rechercher d'autres approches que les approches soignantes, parce que dans la formation des professionnels hospitaliers, il y a différentes formes d'approche, ce que disait tout à l'heure Brigitte, avec des visions purement soignantes aussi, ce qui m'a amené à l'EPNM sur Bordeaux. Et je suis de la promotion Barus Spinoza. Et donc ma première action sur le CHU, ça a été de travailler d'abord sur le déploiement de la qualité relationnelle au travail auprès des managers. Donc les managers, les cadres supérieurs de santé qui relèvent de ma responsabilité, mais le projet, je l'ai inscrit au niveau du projet managérial du CHU, un projet pluriannuel, parallèlement à des ateliers d'analyse de pratique et puis parallèlement à un montage et l'introduction de la médiation professionnelle parallèlement aux dispositifs qui existent, pour faire très bref, puisque ça a été évoqué tout à l'heure par Brigitte et Henri, au CHU de Bordeaux, c'est la conciliation qui est en place via le SST, le service de santé au travail. Et là, l'idée, c'est d'amener un panel complémentaire et d'évoluer ensemble, non pas dans la confrontation, mais dans la co-construction. Merci. Alors, j'aimerais... Vous pouvez applaudir, parce que c'est du taf quand même. C'est vrai. C'est vrai, quand je ne pense pas à m'applaudir, mais en fait, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'être reconnu et d'apporter son témoignage comme ça. Ça vous inspire? Qui est-ce que ça inspire ici? Vous pouvez me dire comme ça? Ceux que ça inspire, ça vous inspire? Parce que c'est ça le but du jeu, c'est de vous apporter des idées.
et que vous en fassiez quelque chose. Donc ça me donne une mesure. Moi, je me dis, bah, tiens, si ça vous inspire, dites-le. Hein, comme ça donne une idée. Tu veux dire quelque chose d'autre? Une autre inspiration? Une autre inspiration. Juste pour dire quand même que ça a l'air d'être idyllique, etc. J'ai exactement le même type de parcours que Brigitte, puisque effectivement l'introduction de la médiation professionnelle est quelque chose qui est complètement nouveau au niveau des établissements de santé, il faut bien se le dire, qui est dans un contexte réglementaire défini, et puis surtout une autre manière d'appréhender les problématiques et la gestion des problématiques d'équipe et organisationnelles au niveau des hôpitaux, puisqu'on a de fait une composante qui est sur une approche technique de la relation et de la dégradation de la relation, et non pas d'une approche émotionnelle. Mais le pas se fait. Merci. Alors j'aimerais maintenant, tu disais, mais parler, Brigitte, tu parlais de l'idée du label, cette démarche de label entente, du label entente. Mais ça fait un jeu de mots qui est sympa. Hein. Et donc c'est de promouvoir une démarche. Tu peux expliquer, parce que tu l'as fait en fait avec Tristan. Tu as bossé là avec Tristan, je rappelle. D'ailleurs. Il est là-bas, il est quelque part là-bas. Et donc, tu as bossé là-dessus. Et c'est principalement tes aspirations, ta manière de voir les choses qui a été développée et cadrée avec Tristan. Alors, ça fait partie d'un projet 2024-2025 que je vais déposer en fin d'année, puisqu'on a la possibilité à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris de déposer des projets avec des budgets dédiés à des expérimentations. Donc, j'ai rencontré le directeur général et je lui ai proposé ce projet qui m'a dit « Ok, mais ça sera sur l'expérimentation, mais la condition, c'est que vous poursuiviez. » Donc, je dis « Il n'y a pas de souci. » Donc, on est en train d'écrire donc, le projet label pour la sensibilisation à la qualité relationnelle en santé, des managers, que ces managers puissent insuffler cette nouvelle manière de communiquer auprès des équipes et qui pourrait prétendre, après une évaluation, un questionnaire, enfin toute une démarche, un label entente pour une période qui n'est pas encore déterminée, mais certainement sur une période de 3 ans. En fait, c'est un peu comme le label hospitalité qui est desservi au service pour la bonne qualité d'accueil des patients. Là, je me suis dit, mais on parle beaucoup du patient, mais on ne s'occupe pas beaucoup du professionnel. Et en fait, c'est lors d'une restitution de l'Observatoire de la qualité de la QVCT que j'ai pu entendre les managers dire que, d'une part, ils avaient une difficulté de pouvoir être en position horizontale, qu'ils avaient l'habitude d'être en verticale, et que les professionnels qui s'impliquaient dans les EDT, c'est-à-dire les EDT, aidez-moi là, les espaces de dialogue au travail, les professionnels disaient oui, ça nous demande du travail, mais quelle reconnaissance? Je me suis dit, voilà, on va penser au label. Et c'est comme ça que je suis venue vers Tristan pour lui parler. Qui lui agitait déjà l'idée d'un label en disant... c'est ce qu'il m'a dit, oui. Il agitait ça, donc ça a convergé. Voilà, ça a convergé. Et c'est quelque chose que on pourrait proposer à d'autres établissements publics ou privés, bien sûr. Voilà. Donc c'est un projet sur 2024-25 avec effectivement en plus la formation de l'équipe des médiateurs internes à l'ingénierie relationnelle, enfin à la qualité relationnelle, et voir former au moins deux personnes à l'habilitation de former les futurs managers à la qualité relationnelle, puisque en 2025, il va falloir que l'équipe se débrouille, puisque je ne serai plus là. Pourquoi ?
Non, 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 non. Ça sera peut-être le temps que je prenne ma retraite et que Ah bon je fasse comme Joël. 2025 ? Ben oui. Ben, je serai Mais déjà- attends, c'est des retraités jeunes qu'ils envoient maintenant. Non. Pas tant que ça, mais je m'arrêterai pas là. Voilà. Tu veux dire que tu continueras, Oui. tu feras faire comme Joël. Voilà. Ah ouais, c'est ça, c'est que les jeunes, ils ont de la concurrence sur le marché, quoi. Ah, c'est ce que ça veut dire. Donc, t'en fais pas, on est là. Donc, merci beaucoup, Brigitte. Merci, Brigitte. Jésus, tu as également, toi, tu interviens au Hospi Médiation, tu participes, tu es l'un des animateurs, et puis aussi l'un des acteurs, parce que tu interviens dans différents environnements de santé. Donc, tu as ce type de projet. Tu les pilotes depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu en fais? Et c'est quoi la perspective avec ce que tu entends là? En fait, ça a commencé particulièrement avec le CHU de Toulouse qui a sollicité il y a maintenant, je crois, 3 ans ou 4 ans, une formation de médiateur professionnel Interne. En interne, oui, c'est ça. Hein. Et donc, comme ils étaient sur Toulouse et que moi aussi j'étais sur Toulouse, l'école a dit tiens, si tu veux t'en occuper. Et donc, effectivement, il y a eu toute une classe de 6 personnes au départ qui s'est engagée là-dedans. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert en développant cette formation CAPEM un monde relationnel qui est incroyable. Hein. C'est vraiment la santé. Alors là, c'est la santé publique, parce qu'il faut aussi dire 2 mots sur la santé privée, qui est également dans Hospi Médiation. Hein. Mais c'est vraiment un monde relationnel dont on n'imagine pas la complexité, l'ampleur et tout ce que vous décrivez quand je vous entends parler, puis à chaque fois qu'on a l'occasion de coopérer ou de discuter ensemble, à quel point c'est riche et en même temps, des fois, d'une dureté absolument inimaginable, quoi. Hein. Voilà, des rapports qui sont comme ça. Bon, donc j'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, c'est le fait du hasard et de la prospection de l'entreprise, quoi, hein, qui m'a mis en contact avec plusieurs hôpitaux publics qui m'ont sollicité pour intervenir sur des formations ou sur des médiations. Et puis ensuite, avec également une ouverture sur la santé privée. Par exemple, avec une demande d'analyse d'une situation immensément dégradée à la clinique du Pont de Chaume à Montauban, où à la suite d'un mouvement social très dur et très long, il y avait une accumulation de dossiers juridiques extraordinaires. Et il se trouve que nous avons un jeune confrère qui a été embauché comme DRH dans la clinique du Pont de Chaume. C'était il y a 3 ans, une promotion d'il y a 3 ans, et il m'a sollicité pour avoir une analyse globale de cette situation, parce qu'il y avait des centaines de dossiers au prud'homme, il y avait une situation complètement bloquée. Et puis, plus récemment, évidemment, nous en avons parlé hier, l'Institut Camille Miret, avec qui maintenant nous développons un projet sur lequel je ne vais pas revenir, mais qui a été présenté hier et dont vous voyez un petit peu les perspectives. Donc voilà, c'est un petit peu ça aussi, Hospi Médiation. C'est aussi donc la possibilité pour vous, si vous êtes intéressé par ce monde de la santé et du soin de manière très globale, eh bien d'être en contact avec les problématiques relationnelles de ce monde, dont vous pourrez constater, si vous vous y frottez un peu, qu'il est absolument passionnant, parce que d'une richesse et d'une densité incroyable. Voilà. Merci beaucoup, Jésus. Je vais changer de mode de travail. Avez-vous une question dans le public? Si vous avez une question sur le sujet. Si vous n'avez pas de question. Oui, une question là-bas. Une question. Si vous pouvez. Tiens, attends, tu vas voir. Je vais résoudre. Merci, Tristan. Oui, bonjour, je suis complètement novice dans la médiation. Je voulais juste savoir si, quand on est médiateur dans une entreprise comme un hôpital, par exemple, est-ce que on a la légitimité, la crédibilité? Est-ce qu'on n'est pas... est-ce qu'il n'y a pas une suspicion d'être envoyé par la direction sur des sujets de... Voilà, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, quelle posture et quelle position vous avez quand vous devez être en médiation sur un service de soins, par exemple, et où il y a des soucis, et est-ce que derrière on se dit c'est la direction qui débarque et du coup
voilà, on met un petit peu en cause la légitimité du médiateur. C'est une question, hein. Alors, je ne sais pas à quel niveau vous êtes de la formation, mais ce qui est important quand on est médiateur, qu'on soit interne ou externe, c'est notre posture et la tenue de notre indépendance. Si cette indépendance n'est pas effectivement réelle et que votre posture ne vous permet pas cette indépendance, effectivement, là, c'est plus compliqué. Donc, ça dépend de la personne et de l'intégration de cette posture d'indépendance, de neutralité vis-à-vis de la solution, et puis d'impartialité vis-à-vis des personnes avec qui vous allez être en médiation. L'intérêt d'un service de médiation, c'est possible, moi je dirais, quand il y a plusieurs sites, puisqu'un médiateur ne devrait pas, si on peut dire comme ça, intervenir avec des personnes avec qui il a déjà eu des contacts, qui soient des contacts amicaux, sociaux, professionnels. Donc voilà, c'est peut-être plus dur à ce moment-là d'avoir cette neutralité et cette impartialité qui est nécessaire dans le processus structuré. Merci. Donc Jésus, tu as une autre réponse? Tu peux prendre le micro qui fonctionne. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question qui est générique. Hein. Cette question-là que tu évoques se pose en fait à chaque fois qu'on intervient, notamment dans une organisation. C'est évidemment pas pareil en dehors des organisations et du travail. Mais c'est un petit peu l'exemple de Camille Miret hier, où les organisations syndicales mettent au départ fortement en cause tout ce qui est la direction, etc., etc. Je ne développe pas sur le vocabulaire. Jusqu'au moment où ils rencontrent un médiateur professionnel. Et parce que le médiateur professionnel, que ce soit donc en l'occurrence Frédéric Yonnet, la directrice, puisque tu présentais hier la situation, ou des médiateurs professionnels, donc là c'était Jérôme et moi, invités dans une réunion plénière où ils sont tous présents. Et là, ils se trouvent en présence de quelque chose qui les reconnaît, qui les accompagne, en même temps qui affirme un certain nombre de projets et de propositions. Et c'est effectivement l'appropriation de la posture de distanciation qui leur permet de constater que ce n'est pas aussi mécanique et aussi simple qu'ils pouvaient se le représenter, mais dans des choses qui sont juste des caricatures, c'est des préjugés, quoi, hein. J'ajoute d'ailleurs que l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'on peut aussi rencontrer des directions des ressources humaines, en tout cas moi j'ai rencontré des directions des ressources humaines pour qui les organisations syndicales étaient juste des fouteurs de merde, j'ouvre et je ferme les guillemets, et jusqu'à ce que, rencontrant quelqu'un qui prône une autre vision, ils se disent ah oui, il y a peut-être quelque chose effectivement à discuter avec les organisations syndicales dans le cadre d'une négociation qui est en fait la chose la plus naturelle du monde au fond, hein, au sein d'une organisation. Donc je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de ça et y aller en portant notre vision inversée, hein, l'inversion du modèle, et puis avec évidemment une maîtrise très attentive et très rigoureuse de la posture. Et ça répond vraiment dans les faits, hein. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ça répond dans les faits aux problématiques. En tout cas, il va falloir que ça lui réponde. Oui. Parce que... Merci. Un dernier mot ou pas? Un dernier mot? Merci. Ou pas? Merci, le dernier mot. Merci beaucoup. Vous serez les bienvenus à Hospi Médiation. Voilà, Hospi Médiation, c'est un club ouvert. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci de vos témoignages et de votre implication dans cette démarche originale sur la notion de l'indépendance aussi du médiateur par rapport à toutes les formes d'autorité. C'est l'un des fondamentaux que l'on travaille dans la formation et que l'on rappelle tout le temps. Hein, vous avez peut-être vu l'extrait hier de la petite vidéo que j'ai passée du film Le Jouet. Vous avez vu, vous vous souvenez de Le Jouet, hein, c'était cette ironie qui disait en fait, t'as vu comment tu risques de te comporter, bon, c'est peut-être extrême, mais c'est pas si extrême que ça, cette scène. Le problème, c'est que c'est pas extrême. Parce que on le voit, combien en fait de magistrats ont de difficultés à nommer certains médiateurs parce qu'en fait, ils savent que sur la liste qu'ils ont,
Ils n'ont que des gens qui ne sont pas crédibles dans leur posture. Oui, ça a été le cas pendant des années. Les avocats avaient fait des listes avec de bonne foi, sans aucun doute, mais sur les listes, il y avait des avocats qui étaient tellement pas crédibles que les magistrats ne les nommaient pas. Et aujourd'hui, comme les magistrats ont une grosse suspicion sur l'indépendance, la neutralité, l'impartialité des personnes, ils ont une suspicion. Et non pas forcément d'une raison réelle. Mais vous savez bien que le soupçon n'est pas raisonné, n'est pas rationnel. Eh bien, c'est la raison pour laquelle ça pose des difficultés par rapport à ça. Alors, il y a un autre... le dernier point que je voudrais vous signaler, c'est le logo de SPI Médiation. Vous avez vu le logo de SPI Médiation? C'était un logo un peu spécial. Il y a différentes formes du logo. C'est un cœur. C'est Brigitte qui a choisi ça. Un dimanche. Très tard, un dimanche tard. On a conçu ce logo. Et donc, ouais, c'est le défibrillateur de la médiation.